Bonjour à toutes et à tous, bonjour Monsieur Znibert. C'est un immense honneur de vous accueillir aujourd'hui pour clôturer notre colloque 2025 sur l'art diplomatique. La diplomatie est un exercice d'équilibre entre intérêts nationaux, coopération internationale et la défense des valeurs internationales. Parmi ces valeurs, les droits de l'homme occupent une place centrale car ils conditionnent non seulement la dignité, mais aussi la liberté des individus et la stabilité et la paix entre les nations. Or, dans un monde où les droits fondamentaux sont sans cesse remis en question et où les crises humanitaires se multiplient, et où les tensions entre souveraineté nationale et obligations internationales alimentent les débats, le rôle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU est plus que jamais au cœur des enjeux internationaux. Merci. Pour nous éclairer sur ces questions, nous avons l'honneur de vous accueillir, Monsieur Omar Zniber, président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et diplomate de carrière. Votre engagement, votre expertise dans la défense des droits fondamentaux vous confère un regard très précieux sur les défis actuels de la diplomatie des droits de l'homme et les leviers dont le Conseil dispose pour agir efficacement. Et avant d'entrer dans le cœur de notre échange, nous aimerions vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter, nous parler de votre fonction ainsi que des missions à la présidence du Conseil des droits de l'homme. Voilà. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Je vous remercie, je suis vraiment très content et très heureux d'être parmi vous en cette soirée. Et je pense d'abord vouloir dire que je suis un diplomate depuis maintenant plus de 40 ans. J'ai fait mes études comme vous dans ce beau pays qu'est la France. J'ai fait mes études de troisième cycle à Paris, à l'université Assas-Panthéon en droit international public. C'est ce qui m'avait d'ailleurs un peu attiré vers la diplomatie. Ce métier, je l'ai choisi parce qu'il coïncidait bien sûr avec mes aptitudes, mais parce que j'ai toujours été profondément questionné et intéressé par l'actualité internationale, par l'évolution du monde et par le futur. Donc, très humblement, je veux dire, très aussi, j'allais dire modestement, je me suis dit que je pourrais peut-être apporter ma petite pierre à l'édifice de la diplomatie de mon pays. Mais dès le départ, et ça c'est important, dès le départ, j'ai choisi d'ancrer ma carrière, comme on dit dans notre terminologie, dans le multilatéral. Mais quand même que j'étais intéressé, lorsque j'ai fait mes études à Paris, et j'y reviens, le professeur Michel Virali, un de mes professeurs que je chérissais, et beaucoup d'entre eux, d'autres aussi, Daniel Bardonnet, très grand professeur de droit international public, Prosper Veil. Donc, c'était des théoriciens de l'organisation internationale. Et à l'époque, je vous ramène donc début des années 80, l'idée était de voir que le monde allait évoluer jusqu'à peut-être, vous parlez beaucoup ici en Europe d'un État fédéral européen, à l'époque, leur rêve c'était peut-être d'avoir une gouvernance mondiale structurée par les organisations internationales. Au jour d'aujourd'hui, on en est encore loin. Toujours est-il que c'était un peu l'appréhension. Et c'était ce qui nous attirait, ce qui m'a attiré personnellement, de vouloir travailler dans ce domaine. Donc l'itinéraire a été ce qu'il a été. J'ai aussi fait quelques petites déclinaisons vers la diplomatie bilatérale, ayant été en particulier ambassadeur de mon pays à Berlin, un pays européen qui a aussi une vision globale, disons, de l'articulation des relations internationales. Cela m'a conduit, Kahinkara, à venir à Genève, où j'ai été amené à exercer les responsabilités de président du Conseil des droits de l'homme l'année dernière, en 2024. Je veux dire, l'appel de mes autorités au plus haut niveau, considérant que mon pays a accumulé une expérience qui est tout à fait avérée, importante, n'est-ce pas, une expérience de plusieurs décennies, parfois douloureuse dans ce domaine, comme vous le savez très certainement, mais qui a abouti à une construction importante de l'édifice des droits de l'homme chez nous au Maroc. Et cette construction ne s'est pas arrêtée uniquement à ce qui devait être fait au Maroc en termes d'infrastructures légales, législatives, les lois, les règlements, en termes de construction institutionnelle, c'est-à-dire les organes qui doivent
travaillé pour la promotion et le respect des droits de l'homme dans mon pays, l'institution nationale, le Conseil national, mais aussi, bien sûr, n'oublions jamais la société civile, le mouvement associatif et parfois même des personnes individuelles qui s'impliquent dans la promotion du respect des droits de l'homme. Et tout cela a conduit à ce que le Maroc officiel, mais aussi ceux qui ont contribué à ce développement de la culture des droits de l'homme dans le Royaume du Maroc, à se projeter à l'international, où nous avons contribué. Par exemple, peut-être que nous allons en parler cette soirée, l'un des instruments essentiels dont dispose le Conseil des droits de l'homme aujourd'hui pour travailler, c'est ce qu'on appelle l'examen périodique universel. En fait, c'est la revue des pairs. C'est-à-dire, tous les pays du monde, une fois tous les 4 ans, viennent devant le Conseil et sont examinés. Il y a un dialogue, il y a, si vous voulez, des recommandations qui sont faites par tous les autres pays membres. Et donc, c'est un échange important. Et cet examen périodique universel a été forgé par quelques pays restreints, parmi lesquels le Royaume du Maroc. Donc, c'est ce qui nous a amené à nous dire, puisque maintenant la voie était possible, à nous présenter et à remporter les élections, puisqu'il a fallu des élections pour départager l'Afrique du Sud et le Maroc, ce qui m'a amené à exercer cette fonction de président du Conseil des droits de l'homme. Et comme cela a été dit à l'introduction, c'est vraiment un organe fondamental qui joue un rôle essentiel et je suis prêt naturellement à dialoguer avec vous, à répondre et à interagir avec vous sur ce sujet. Je considère personnellement que le Conseil des droits de l'homme est un outil exceptionnel pour la diplomatie préventive. Là aussi, on peut, si vous voulez, détailler pour éviter la guerre, comme cela a été dit, pour éviter les conflits et pour éviter les violations qui malheureusement continuent à se produire. Mais je pense qu'il faut rester optimiste, ce que je suis, pour la promotion, la garantie des droits de l'homme dans notre monde. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. La diplomatie des droits de l'homme est un exercice d'équilibre délicat et elle se heurte souvent à des rapports de force entre États et à des intérêts géopolitiques divergents, mais également à des résistances de certaines grandes puissances. Donc, quels sont les principaux défis diplomatiques auxquels vous avez fait face dans votre carrière en matière de promotion des droits de l'homme face aux grandes puissances mondiales ? Oui, c'est vrai que, je souhaite d'abord dire... avant peut-être de répondre directement à votre question, importante question, nous sommes tous, si vous voulez, dans l'obligation de respecter nos engagements en matière des droits de l'homme. Nos engagements sont bien connus. D'abord, et cela a été également dit à l'introduction, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. D'où vient cette déclaration? Parce qu'il faut, n'est-ce pas, bien sûr, respecter les différents contextes, et en particulier celui-là. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on a constaté qu'il y a eu des drames, n'est-ce pas, effroyables. Qu'il y a eu que cette guerre, après la Première Guerre mondiale, qui a été aussi malheureusement une boucherie, il y avait déjà eu des tentatives de structurer le monde, de structurer les rapports internationaux à travers la Société des Nations. Ça a été un échec, je ne rentre pas dans ce détail. Mais ensuite, à la sortie de cette guerre, on a dit qu'il faut établir une organisation internationale, en l'occurrence les Nations Unies, pour garantir la paix et la sécurité dans le monde. Très bien. Et en fait, si vous voulez, les architectes de cette organisation qui ont négocié le texte qui a créé cette organisation à San Francisco, ce qu'on appelle les négociations de Dunbarton-Hawkes, qui se sont déroulées jusqu'en 1945, ont considéré que l'organisation devait être construite sur 3 piliers. Le pilier paix et sécurité, je ne rentre pas dans le détail,
pour ça qu'a été créé le Conseil de sécurité. Le pilier développement, l'agenda de développement, j'insiste beaucoup sur ça, parce qu'on peut y revenir, parce que c'est lié à la promotion des droits de l'homme et à la garantie des droits de l'homme. Et le troisième pilier, le pilier humanitaire, c'est-à-dire les questions humanitaires. Déjà à l'époque, il y avait une crise en Europe terrible des réfugiés à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc la question de l'humanitaire et les droits de l'homme. Et lorsqu'on a dit les droits de l'homme, comme cela a été dit par M. René Cassin, par toutes les personnalités éminentes qui ont construit cette déclaration, Eleanor Roosevelt, n'est-ce pas, et d'autres, parmi d'autres aussi des Français, comme M. Cassin. Et donc, cette déclaration, on a dit, plus jamais ça. Plus jamais l'Holocauste. Plus jamais les destructions. Plus jamais l'Europe a eu à souffrir, mais aussi d'autres régions du monde, n'est-ce pas, jusqu'à la destruction presque totale. Et donc, on a construit cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été suivie dans les années et les décennies d'après par une construction, si vous voulez, d'un cadre légal international très important. Si vous voyez maintenant sur quelle base nous travaillons en termes d'obligations internationales, et je reviens à votre question, je ne l'ai pas oublié naturellement, mais je voudrais insister sur ça. Il y a eu beaucoup de conventions qui ont été négociées et auxquelles ont adhéré l'essentiel des États qui composent les Nations Unies. La Convention sur les droits civils et politiques, la Convention sur l'interdiction de la torture, la Convention très importante de lutte contre la discrimination à l'égard des femmes, de protection des handicapés, sur les droits sociaux, économiques et sociaux. Et vous voyez, donc, nous avons un cadre légal très important qui nous oblige tous. Donc, que nous soyons grande puissance, petite puissance. Et ces conventions sont faites pour limiter les effets souvent négatifs si vous voulez, tensions géopolitiques qui toujours secouent le monde, comme on le voit au jour d'aujourd'hui, et qui ne sont pas arrêtées. Parce que la Seconde Guerre mondiale, on estime qu'il y a eu malheureusement 50 millions de morts, avec tous les autres, bien sûr, victimes, les blessés, les vies qui ont été, si vous voulez, saccagées. Et depuis la Seconde mondiale jusqu'au jour d'aujourd'hui, les chiffres sont pratiquement équivalents. Donc nous avons encore beaucoup à faire, beaucoup de soucis à cet égard. Alors, les contextes géopolitiques sont ce qu'ils sont. Ils ont un impact clair, mais j'estime, personnellement, et là, ça n'engage que moi, que quel que soit le pays, et croyez-le moi, j'ai été président de ce conseil, il n'y a pas de pays qui néglige, si vous voulez, ou bien qui se débarrasse du Conseil des droits de l'homme comme ça, à la va-vite. Non. Parce que le Conseil a su se doter depuis 2006 d'un certain nombre de mécanismes qui travaillent. Je parle des procédures spéciales, ce qu'on appelle les rapporteurs spéciaux ou bien les experts que le Conseil nomme lorsqu'il examine une situation de pays ou bien des questions thématiques. Parce qu'on traite aussi des questions thématiques, bien sûr. J'y reviendrai si vous le souhaitez, parce que c'est l'un des sujets que j'ai modestement réussi à développer peut-être l'année dernière. Et donc, tous les pays sont sous, si vous voulez, observés, sont évalués, passez-moi l'expression, qu'ils le veuillent ou non, quelle que soit leur dimension, quel que soit leur rôle, etc. Et donc, il n'y a pas de pays qui ne comment dirais-je, se débarrasse, si vous voulez, ou néglige ou considère que le Conseil des droits de l'homme n'est pas à respecter dans ses activités. Et nous avons eu l'année dernière, par exemple, des crises aiguës. Vous le savez naturellement, l'Ukraine, on a traité de l'Ukraine. Il y a eu des décisions qui ont été prises sur l'Ukraine. Et je sais, des décisions parfois d'importance extrême. Un pays a été suspendu du Conseil des droits de l'homme, alors qu'il siégeait, du fait de son comportement dans la guerre d'Ukraine.
la question de Gaza, du Moyen-Orient, nous l'avons traitée. Nous avons les résolutions du Conseil des droits de l'homme ne sont pas obligatoires, à l'image de ce que peuvent être celles du Conseil de sécurité. On est d'accord sur ça. Mais elles ont un effet. Elles ont un effet, même si, pas souvent, heureusement, mais quand même assez fréquemment, elles sont adoptées par vote et pas à l'unanimité, pas par consensus, ce qui ne leur donne pas peut-être toute la force nécessaire et voulue pour... donc, lorsqu'on parle de l'Ukraine ou de Gaza, je ne néglige pas, et jamais, quand j'étais président, je n'ai cessé de le dire. Ce sont deux conflits majeurs, mais il y en a d'autres. Il y a au jour d'aujourd'hui 50 conflits dans le monde, comme vous le savez très certainement. Et qui se sont, si vous voulez, ce sont des... je cherche toujours, bien sûr, à trouver les mots justes, mais par exemple, ce qui se passe en République démocratique du Congo, depuis 30 ans, il y a eu 5 millions de morts. Et juste la semaine dernière, encore, si vous voulez, des violations massives, inacceptables, effroyables. On a brûlé 300 femmes. On les a brûlées vives. Et même ce matin, on en parlait encore au niveau du Conseil des droits de l'homme, sur la base des textes qui ont été adoptés au début de cet après-midi. Au Soudan, il y a 10 millions de personnes déplacées, du fait tout simplement qu'il y a une lutte pour le pouvoir, ce qui est inadmissible. Et donc, nous traitons de ces sujets-là. Et on a mis en place des commissions d'enquête, des commissions d'établissement des faits, de l'évidence. Que vais-je dire par là? Ces commissions d'enquête, certains peuvent considérer que, bon, très bien, elles font leur travail, en plus, on oublie, on fait... Non, non. Regardez les décisions qui ont été prises par la Cour pénale internationale ces dernières années. C'est sur la base des évidences, des faits qui ont été, si vous voulez, relevés, répertoriés, établis par ces procédures spéciales qui dépendent du Conseil des droits de l'homme pour l'essentiel. Il y en a d'autres. Mais le Conseil des droits de l'homme, croyez-le bien, nous avons aujourd'hui pratiquement 70 mandataires qui travaillent dans le monde entier, mandataires avec des équipes, avec des experts qui travaillent avec eux et qui viennent, qui font le rapport devant le Conseil périodiquement. Et de mon point de vue, ça compte beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Un des points soulevés à l'égard du Conseil des droits de l'homme est celui de l'impartialité et de l'universalité de son action, mais certains États vont dénoncer un traitement sélectif des violations des droits humains, ce qui peut nuire potentiellement à la crédibilité du Conseil et de cette institution. Comment travaillez-vous de votre côté à garantir un traitement équitable et équilibré à toutes les situations ? Effectivement, ce sont des critiques, j'allais dire, qui reviennent constamment à l'égard du fonctionnement du Conseil des droits de l'homme. J'aimerais rappeler un sujet. D'abord, le Conseil des droits de l'homme est un organe interétatique. Voilà. Ce sont les États qui gouvernent cet organe, qui prennent les décisions. Quand il y a des textes à voter, par exemple, et souvent c'est le cas. L'année dernière, nous avons adopté 139 textes, 139 résolutions, et parce qu'il y a plusieurs sessions annuelles, c'est devenu pratiquement un organe permanent. Très bien. Il y a effectivement ces critiques de double standard, d'approche à géométrie variable. Mais pour bien expliquer, si vous voulez, cet aspect-là, j'aimerais quand même vous rapprocher des tendances, de mon point de vue, deux tendances majeures qui se mouvoient au sein du Conseil. Il y a d'un côté la tendance, si vous voulez, ce qu'on appelle les États souverainistes. C'est très bien, le Conseil des droits de l'homme a été établi par les Nations Unies, mais il n'a pas vocation à interférer dans mes affaires intérieures. Il n'a pas interféré sur ma souveraineté. Et donc, lorsqu'ils sont interpellés, ou bien lorsqu'ils sont, si vous voulez, partie d'un exercice que le Conseil des droits de l'homme a mis en place, ou bien sont l'objet de critiques, ils, si vous voulez, se protègent par ce discours-là. Le Conseil n'a pas vocation à interférer, ce sont mes affaires intérieures. Ça, c'est, si vous voulez, la première tendance, comme j'ai dit, qui se mouvoit au sein du Conseil. La deuxième,
approche est celle qui dit non, tous les pays ont des responsabilités. Et en cas de questionnement, en cas de violation, en particulier de violation massive des droits de l'homme, dans tel ou tel pays, il y a le principe de la responsabilité. Il y a le principe de la reddition des comptes. Et donc, le Conseil est là aussi pour établir, si vous voulez, ce n'est pas une juridiction, le Conseil n'a rien à voir avec cela, ce n'est pas un tribunal, mais lorsque le Conseil, n'est-ce pas, établit des faits sur la base, avec les procédures qui travaillent avec lui, qui travaillent je veux dire, qui sont mandatées par lui, donc, il dit non, il y a des responsabilités, et ces responsabilités doivent être très bien. Dans les deux cas, et j'appelle votre attention sur cela, comme j'ai dit, les résolutions du Conseil ne sont pas, si vous voulez, obligatoires. Donc, on doit faire en sorte que les décisions du Conseil qui sont adoptées diffusent dans le système global, multilatéral, et en particulier au sein des Nations Unies. Mais lorsque vous avez un Conseil de sécurité qui, depuis maintenant des années, et si vous voulez, très, très contrarié dans son action, pour ne pas dire que son action est quasiment gelée, comme vous le savez, du fait des confrontations géopolitiques, en particulier parmi les membres permanents de ce Conseil. Donc, le Conseil de sécurité peut normalement être le relais du Conseil des droits de l'homme pour promouvoir ces décisions. Mais vous avez un Conseil de sécurité qui est si vous voulez, nonobstant cela, il y a d'autres procédures. Par exemple, sur la question de l'Ukraine et de Gaza en particulier, mais pas que, on a vu qu'il y a eu des interpellations qui ont été faites, des procédures qui ont été introduites, et cette Cour pénale internationale s'est prononcée. Elle a, si vous voulez, lancé des poursuites judiciaires en matière de reddition de comptes, comme je l'ai dit. Maintenant, comment travailler, si vous voulez, pour réduire ces impacts des rapports de force géopolitique dans le monde pour que le Conseil puisse être opérationnel, effectif. De mon point de vue, pour éviter ce double standard, il faut travailler d'une manière équilibrée. Si on se concentre uniquement sur les KPI, et ils existent, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure sur le Congo, ou bien à Gaza, la question des otages, israéliens aussi, bien sûr. Ce qui se passe chez vous, dans votre voisinage en Europe, ce qui se passe dans le reste du monde, la situation des femmes en Afghanistan, la situation de populations minoritaires, les droits des populations, des minorités de par le monde. Et nous pourrions développer. Donc, il y a la situation des KPI, il y a les droits civils et politiques, c'est fondamental, mais il y a aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Il y a aujourd'hui 3 milliards d'individus qui n'ont pas accès à l'imagerie médicale. Et si on n'a pas accès aujourd'hui à l'imagerie médicale, tout simplement, on n'a pas accès à la médecine. Je souhaite que vous ne visitiez pas très souvent les médecins, mais quand même, les médecins sont là, c'est fondamental. Je veux dire, ils sont là pour nous soigner, pour prendre soin de nous, pour nous orienter. Et si vous allez chez le médecin aujourd'hui, très souvent, d'abord, il cherche de manière tout à fait justifiée et acceptable, bien sûr, il cherche à avoir l'imagerie. Or, dans le monde d'aujourd'hui, si on parle des droits économiques, des droits sociaux, la santé, si on parle, si vous voulez, de l'accès à l'éducation, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, et je vois que vous avez tous des ordinateurs devant vous, eh bien, dans certaines régions du monde, non seulement il n'y a pas l'outil pour accéder au digital, pour accéder à l'éducation, pour accéder à l'information, pour tout simplement vivre au jour d'aujourd'hui, eh bien, dans certaines régions du monde, il y a 80% du territoire qui n'est pas couvert, n'est-ce pas, même pas par le réseau Internet.
Il y a 70% de la population qui n'ont aucun device, comme on dit en anglais, pour accéder à l'Internet, à tous ces effets positifs. Il y a bien sûr des effets négatifs, mais de grands effets positifs. Donc, si on a cette approche, on travaille en même temps sur tous ces sujets. Aujourd'hui, nous avons des défis énormes. Il y a la question des changements climatiques. Et c'est une question fondamentale pour les droits de l'homme. Son impact sur la sécurité alimentaire. Regardez les inquiétudes sourdes qui se sont produites lorsque le conflit de l'Ukraine a démarré. Il y avait des soucis, pour ne pas dire, n'est-ce pas, des tensions sur le fait, est-ce que nous allons avoir accès au blé, aux produits fondamentaux pour un certain nombre de pays. Donc, les conflits géopolitiques ont des impacts, parfois, qui vont jusque-là. Les changements climatiques, aujourd'hui, je vous renvoie au rapport des Nations Unies, d'ici tout simplement 2050, je n'aime pas trop utiliser les chiffres, mais parfois les chiffres sont parlants, 250 millions de personnes seront appelées à la mobilité. Forcées. J'insiste sur le mot forcées. Ils vont devoir quitter leur terre d'origine parce qu'elles deviendront, elles le sont déjà, invivables. Je parle de mon propre pays, le Maroc, qui est votre voisin. Ça fait 7 années que nous sommes en sécheresse sévère. Sévère. Nos barrages sont pratiquement à sec. Et nous sommes un pays qui a énormément investi dans les barrages, le système hydraulique. Nos barrages sont à sec. Le taux de remplissage aujourd'hui est de 20%. On n'a jamais vu ça. Et donc, il y a l'évidence qui est là. Donc, la mobilité, ça veut dire que des personnes qui seront arrachées à leur milieu, et le Conseil des droits de l'homme doit se préoccuper de ça. J'ai parlé de la sécurité sanitaire, de l'imagerie, je suis passé très vite, mais si ça vous intéresse, je crois qu'il y a beaucoup de rapports, beaucoup, si vous voulez, de lectures que vous pouvez faire pour voir un peu, non seulement la prospective telle que je la présente devant vous, mais les réalités telles qu'elles sont aujourd'hui. La question de l'intelligence artificielle. Là encore. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, c'est d'abord, comme j'ai dit, l'accès qui doit être, j'allais dire, garanti pour la population mondiale, mais il y a des enjeux, il y a des défis, il y a, si vous voulez, la malveillance, comment dirais-je, le trafic de l'information, etc. Donc, vous connaissez certainement tous ces éléments. Donc, si on travaille, et j'y reviens, en tant que Conseil des droits de l'homme, sur ces thématiques, si on fait une approche équilibrée, nous allons sauvegarder la crédibilité du Conseil, son effectivité, le renforcer comme organe principal des Nations Unies. Et je pense qu'à ce moment-là, le double standard, l'impact des tensions ou des confrontations géopolitiques peut être mieux maîtrisé. Et ça créera de plus en plus, si vous voulez, une dynamique au sein du Conseil pour se concentrer sur ces sujets fondamentaux. Voilà. D'accord. Merci pour cette réponse. Donc également, comme vous l'avez déjà évoqué, l'un des grands dilemmes de la protection des droits humains est celui de la souveraineté nationale. Donc certains États considèrent les interventions du Conseil comme une ingérence dans leurs affaires, tandis que d'autres estiment que le respect des normes internationales prime. Donc comment concilier ces impératifs de souveraineté nationale avec le respect des normes internationales en matière des droits de l'homme ? Je veux dire, bien sûr, le principe de la souveraineté nationale n'est pas remis en cause du tout par le Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme est une création d'États souverains. Si je peux vous répondre comme ça, c'est-à-dire que tous les États membres des Nations Unies se sont mis d'accord. Il y avait la Commission auparavant, mais en 2010 et en 2006, voilà, exactement, le Conseil a été créé par des États souverains et je pense que son architecture a été extrêmement bien faite, sincèrement. Malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, malgré comment confronter par le dialogue.
par la persuasion, mais aussi par la fermeté. Lorsqu'il y a des violations massives, lorsqu'il y a des interpellations, n'oublions pas qu'au sein du Conseil, il y a les représentants des États, comme mon humble personne qui y siège, mais il y a aussi, nous n'oublions jamais, d'autres acteurs qui jouent un rôle fondamental, en particulier la société civile, les ONG. Nous avons des centaines d'ONG qui interviennent lors de chacune de nos sessions et qui alimentent le Conseil, qui font ce travail aussi sur le terrain, qui connaissent très bien le terrain sur des sujets là aussi cruciaux. Donc, la question de la souveraineté, il ne faut pas la voir, et il ne faut pas qu'on voit cela uniquement, si vous voulez, avec la lunette de droits politiques, civils, qui sont fondamentaux, je le répète. Mais nous avons un terrain de travail qui est très, 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 comment dirais-je, fertile pour développer les droits de l'homme. Laissez-moi parler un peu de l'égalité des genres, pour revenir au rôle de la société civile. Je vous invite encore une fois à voir les rapports de l'UN Women. L'UN Women, si vous voulez, c'est cet appendice des Nations Unies important qui a son siège à New York, mais qui travaille sur l'égalité des genres dans le monde. Et quand vous allez voir ces rapports, nous sommes loin, très, 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 très loin, y compris dans les pays développés, y compris dans les pays démocratiques, de répondre à notre devoir, d'assurer cette égalité des genres en matière tout simplement d'accès au travail, en matière, si vous voulez, de contribution à la décision de leadership, en matière d'éducation. Parfois, il y a de la discrimination systématique. J'ai parlé de l'Afghanistan, mais je peux parler de beaucoup d'autres, si vous voulez, contrées. Et donc, le travail qui doit se faire sur ce plan-là doit interpeller les pays qui ne respectent pas les normes qui nous engagent tous. On respecte leur souveraineté, mais la souveraineté, ça ne veut pas dire un droit de violer les engagements internationaux. Nous avons la Convention internationale de lutte contre la discrimination à l'égard des femmes, sur laquelle il y a un travail massif qui a été fait. Mais encore une fois, nous sommes loin. Il s'agit aussi parfois de changer les mentalités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous donne un exemple vécu. Certaines ONG, de pays, en particulier de pays qui manquent de moyens, m'ont rendu visite me disant, écoutez, nous avons un débat actuellement chez nous, dans le pays. Il y a une frange conservatrice qui tout à fait, si vous voulez, fermée à l'idée de progresser dans l'égalité des genres, etc. Mais pour qu'on soit mieux armé dans ce débat, nous avons besoin d'expertise. Et c'est vrai, parce que moi je parle devant vous de ce sujet-là, et je considère que je suis très très loin de le maîtriser, parce qu'il faut avoir de l'expertise. Lorsqu'on parle d'aller devant les tribunaux, lorsqu'il y a des jugements qui concernent la discrimination à l'égard des femmes, ce n'est pas tout un chacun qui peut aller devant le tribunal. C'est quelqu'un qui doit avoir une éducation très forte sur ce sujet-là, avoir l'expérience, être formé. Lorsqu'on parle aussi d'aller dialoguer devant, par exemple, une instance parlementaire qui élabore les lois sur la question de l'égalité des genres, il faut que ce soit des gens bien formés. C'est le rôle du Conseil des droits de l'homme, et on le fait. Mais il faut le développer beaucoup plus davantage. Et parfois, tout simplement, c'est le manque de moyens financiers. Ça aussi, c'est très important. Donc, la souveraineté, d'accord, mais il y a aussi, si vous voulez, la nécessité de la coopération internationale, la nécessité de s'en tenir à ces engagements, parce qu'il y va, cela a été dit d'ailleurs très éloquemment par votre collègue qui a fait l'introduction de ce débat, de cette soirée, il y va tout simplement de la paix, de la sécurité et du développement dans le monde. Parce que, j'y reviens encore, la promotion des droits de l'homme, c'est de la diplomatie préventive. Si vous voyez, si vous voulez, le tableau qui se présente devant nous aujourd'hui dans le monde, est-ce que tous les pays, je vous pose la question,
Est-ce que tous les pays dans le monde disposent du cadre législatif nécessaire pour protéger les droits de l'homme? Est-ce que tous les pays disposent des outils institutionnels, c'est-à-dire des administrations, des départements, mais aussi d'autres intergouvernementaux, ou bien, si vous voulez, de la société civile qui joue son rôle? Si tous les pays du monde, et c'est ma conviction profonde, avaient ces outils fondamentaux, nous allons éviter beaucoup de conflits. Nous allons éviter, ne pas permettre que dans un pays, deux, si vous voulez, généraux échevelés se battent pour le pouvoir et laissent à côté, n'est-ce pas, un bilan catastrophique sur le plan humanitaire. Parce que si cette société disposait de tous ces moyens, elle saurait mieux se protéger. Elle saurait certainement, n'est-ce pas, s'il y avait un système judiciaire très fort, c'est ça ce que j'appelle le cadre institutionnel, s'il y avait les institutions nationales en matière de respect et de promotion des droits de l'homme, s'il y avait toute cette articulation, je pense que dans le monde entier, je parle du monde entier bien sûr, et donc il y a encore du travail à faire sur cette voie. Voilà. Merci pour cette réponse. Le Conseil des droits de l'homme adopte des résolutions, formule des recommandations et enquête sur des violations. Mais au-delà de ces actions, quelle est réellement la capacité du Conseil à sanctionner efficacement les États qui violent leur engagement en matière de droits de l'homme? Je vais vous parler un peu sincèrement, très directement. Vous savez, nous avons la salle du Conseil des droits de l'homme, ça s'appelle la salle 20. Ça s'appelle la salle aussi du Conseil des droits de l'homme à Genève, au sein du Palais des Nations Unies. Je vous garantis qu'il n'y a pas un seul représentant de quelconque pays qui rentre dans cette salle, si vous voulez, tout à fait, j'allais dire, détendu, n'ayant aucune crainte, ou bien, si vous voulez, n'accordant aucune importance ou aucun intérêt à ce qui se passe dans cette salle, quels que soient les pays. Voilà. Donc il y a, si vous voulez, une force morale du Conseil, et j'insiste sur ça. Il y a une force morale parce que nous avons des engagements partagés, nous avons un avenir commun, nous avons le devoir de vivre en commun. Et vivre en commun avec des violations, ce n'est pas possible. Et si vous voulez, répondre aussi aux aspirations de nos populations dans le monde avec des violations massives, ce n'est pas possible. Donc, le rôle du Conseil, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, il y a différents stades. Le premier stade, j'en ai parlé malheureusement parce que les décisions du Conseil, le Conseil peut interpeller l'Assemblée générale, ce qu'on fait très souvent des Nations Unies. Il peut interpeller le Conseil de sécurité dans les textes qu'il prend. Il peut interpeller le Conseil de sécurité. Il peut même, si vous voulez, et cela a été fait, dire que cette situation mérite d'être traitée par les instances judiciaires internationales. Le Conseil met en place des mécanismes importants qui établissent les faits, l'évidence. Et lorsque ces faits sont établis, que ce soit aujourd'hui, demain ou plus tard, n'est-ce pas, elles ont un effet de dissuasion. Elles ont toujours un effet de dissuasion. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui ne peuvent pas prendre l'avion et atterrir n'importe où. C'est quand même important. Je vous ai dit tout à l'heure, le Conseil a exclu de ses membres un État important. À côté de cela, si vous voulez, les décisions du Conseil ont aussi, si vous voulez, une force juridique importante parce que une fois que les décisions du Conseil sont prises, il y a, si vous voulez, une référence fondamentale dans le traitement d'un certain nombre de sujets. Voilà. Je pense, n'est-ce pas, que peut-être que ça ne satisfait pas totalement ceux qui ont naturellement, tout à fait de manière justifiée, la volonté de dire non, non c'est non, plus jamais ça,
il faut que le conseil, il faut que la communauté... Mais les choses sont plus compliquées, les choses sont plus difficiles. Il faut toujours tenir à l'esprit qu'il y a des réalités qui parfois, n'est-ce pas, sont difficiles à surmonter, mais cela ne doit pas nous empêcher de toujours, comme je le dis souvent, avec beaucoup, bien sûr, d'autres collègues, beaucoup de continuer à travailler, de continuer à faire l'éducation pour les droits de l'homme, de continuer à sensibiliser les gens sur leurs droits, de continuer à rapprocher les points de vue. Il y a aujourd'hui dans le monde, ne l'oublions pas, en dehors de tous ces sujets que j'ai, si vous voulez, égratignés, il y a aujourd'hui dans le monde des ressentiments très forts qui se développent malheureusement du fait de l'intolérance religieuse, du fait du radicalisme qui s'exprime dans la dimension ou les sphères politiques qui ont vocation à gouverner. Donc il y a des inquiétudes sourdes, encore une fois, qui se font sur ces sujets-là. Et le Conseil travaille sur ces aspects-là. Nous travaillons beaucoup, nous avons des plans d'action, nous avons pour lutter, par exemple, contre... je prends le sujet de l'antisémitisme. Comme vous le savez, qui est source d'inquiétude aujourd'hui dans le monde, pour de multiples raisons. Mais ce sont des faits établis. Quand vous voyez les données statistiques qui sont retenues dans les différents pays du monde, il y a un développement de l'antisémitisme regrettable, malheureux. Et je reviens donc à cet aspect-là. Que font les pays concernés? Est-ce que leur système judiciaire fonctionne pour sanctionner les auteurs d'actes d'antisémitisme? Est-ce qu'ils ont les législations nécessaires? Est-ce qu'ils ont besoin d'une coopération? Est-ce que tout est fait pour, n'est-ce pas, aller à la racine de ces problématiques? Je prends l'exemple vous allez dans les les foires de livres. Eh bien, il faut aller voir ce qui est, si vous voulez, disséminé. Et il faut faire très attention à travers les médias. Et donc, nous avons au niveau du Conseil des processus, des plans d'action pour essayer de sensibiliser tous les États du monde à ce qu'ils fassent attention. Parce qu'on parle d'antisémitisme, comme on parle de la discrimination à l'égard d'autres, n'est-ce pas, religions, en particulier l'islam aussi, mais pas que, bien sûr. Les minorités, défendre les minorités, et cela, je pense, relève de la responsabilité du Conseil. Et si vous examinez la force des décisions qui sont prises par le Conseil, puisque vous avez fait référence à ce que fait le Conseil, est-ce qu'on peut appliquer ces décisions? Oui, elles ont un impact, oui, nous travaillons sur ces sujets-là, même si bien sûr disons, les faits indiquent qu'on est loin de parvenir aux objectifs que nous nous sommes assignés en la matière. Votre présidence a été marquée par plusieurs initiatives importantes et parmi elles la mise en place d'un conseil consultatif sur l'égalité des genres destiné à renforcer l'intégration des droits des femmes dans l'ensemble des travaux du conseil. Donc quels sont les principaux axes de travail de ce conseil et quelles premières recommandations en sont ressorties? Je pense avoir déjà abordé ce sujet parce que lorsque j'ai été élu, je me suis dit... bien, il y a mon rôle d'organisation des travaux, il y a mon rôle de faire respecter les normes, il y a mon rôle, n'est-ce pas, de faire en sorte que le dialogue se poursuive au mieux. Il y a le rôle du président aussi, c'est d'être à l'écoute de tous pour voir un peu comment le Conseil évolue. Mais je me suis dit, et je partage cela avec vous en toute franchise et en toute sincérité, j'ai été élu. Il y a eu un vote, j'ai été élu. Donc il y a une certaine légitimité accordée à ma personne en tant que président du Conseil de prendre des initiatives, telles que vous venez de le souligner.
Pourquoi j'ai pris cette initiative avec deux autres importantes sur la question des changements climatiques et l'impact sur les droits de l'homme et sur la question des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle en particulier, sur les droits de l'homme, je ne rentre pas dans le détail. Mais sur l'égalité des genres, pourquoi? Parce que c'est un constat établi. Dès que j'ai été élu, je me suis rendu à New York, parce qu'il fallait que j'aille. Tous les présidents vont pour faire un certain nombre de consultations, de discussions, de concertations et de coordination avec les différentes instances concernées à New York. Et j'ai rencontré la secrétaire exécutive de l'UN Women, donc l'institution des Nations Unies, chargée de mettre en œuvre la question de l'égalité fondamentale de l'égalité des genres. Et on a fait le constat que nous sommes loin du compte. Non seulement nous sommes loin du compte, mais contrairement aux apparences, il y a des reculs très importants dans le monde entier en matière de promotion de l'égalité des genres, en matière de réalisation de l'égalité des genres. Et donc j'ai dit, c'est mon devoir, en tant que président du Conseil, de voir ce que peut faire le Conseil davantage. Mais l'idée, c'est pour ça que on a parlé de conseil consultatif, je me suis dit, permettez-moi de parler comme ça, je vais dire à titre personnel, sur ce sujet-là, mais aussi sur d'autres. Je me suis dit, le conseil à lui seul, d'accord, mais on doit s'ouvrir sur le reste. Si vous venez à Genève nous rendre visite, nous sommes un écosystème. Il y a une trentaine d'organisations internationales, dont beaucoup d'entre elles travaillent sur la question de l'égalité des genres. Donc, d'un côté, il faut ouvrir les portes et les fenêtres du Conseil, et c'est ça l'essence même de la diplomatie multilatérale, c'est-à-dire de coopérer, de profiter, d'apprendre de l'expérience des autres et d'être encore plus fort. Si nous sommes un conseil, si vous voyez le conseil, si vous voyez la composition du conseil, il y a les directeurs généraux de l'Organisation de la migration, de la conférence des Nations Unies sur le commerce, de l'Organisation mondiale du commerce, le directeur général du Bureau international du travail, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, des capacités personnelles, et bien sûr des genres féminins en particulier, parce qu'il s'agit en fait d'égaliser les droits des femmes et des hommes, et de la société civile. Et nous nous sommes dit, il faut d'abord que nous nous fixons un certain nombre d'objectifs, par exemple, décider que d'ici 2027, une égalité pure et parfaite soit garantie en matière d'accès aux responsabilités dans les organisations internationales. C'est-à-dire, commençons par nous-mêmes. Et nous allons voir, par exemple, l'année prochaine, il y aura l'élection du secrétariat général des Nations Unies. On travaille pour que ce soit, pour la première fois, une femme qui soit secrétaire générale des Nations Unies. C'est important. Donc, il y a beaucoup d'autres... et puis, l'idée derrière ce conseil, c'est de ne pas rester recroquevillé, si vous voulez, dans notre cocon à Genève. Non. Toutes les autres organisations internationales, y compris aussi le Conseil des droits de l'homme, à travers son bras administratif qui le soutient, c'est le Haut Commissariat aux droits de l'homme, travailler sur le terrain. J'ai dit tout à l'heure, parfois, en matière si vous voulez, de formation, en matière des capacités humaines. Ce sont des sujets qui nécessitent une expertise, qui nécessitent parfois une formation. Donc, ce conseil, c'est ça sa vocation, c'est de faire en sorte, donner d'abord, n'est-ce pas, la certitude que le conseil est ouvert, qu'on ne reste pas fermé, on n'est pas tout seul, on s'enferme dans une salle et on prend des décisions, quelle que soit leur importance, et ensuite on se dit, bon, très bien, on va faire, si vous voulez, du nombrilisme, on a pris cette décision et c'est tout. Non, il faut qu'elle s'applique, il faut qu'elle trouve un impact. Et ça a été bien accueilli, avec des difficultés. J'ai parlé de l'initiative du président, puisque c'est une initiative du président. Certains considéraient que le président n'a pas cette proportion, n'est pas mandaté pour prendre y compris pour organiser des discussions, voyez-vous, pour vous dire combien les choses parfois peuvent être difficiles. Même pour organiser des discussions informelles, ce que j'ai fait, il y a eu même des signatures de lettres, n'est-ce pas, signées par un certain nombre de représentants de pays à Genève, disant « Monsieur le Président, ce n'est pas votre droit, etc. » Mais
j'ai en quelque sorte enjambé ces réticences parce que j'ai considéré que un président du Conseil des droits de l'homme est là, et je le dis en toute modestie et de façon très simple, non pas seulement pour être juste, si vous voulez, voilà, immobile, mais au contraire, il est là aussi pour faire en sorte de promouvoir les droits de l'homme dans le respect, bien sûr, pas là pour faire jeter l'anathème à qui que ce soit, mais ça relève de ses responsabilités. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Un autre sujet central est la question du rôle des entreprises dans le respect des droits de l'homme. En novembre 2024, lors de la 13e édition du Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, vous avez souligné que beaucoup reste à faire pour mettre les droits de l'homme au centre des préoccupations des entreprises. Donc, quelles initiatives concrètes le Conseil des droits de l'homme envisage-t-il pour renforcer la responsabilité des entreprises en matière de respect des droits de l'homme? Et comment comptez-vous surmonter ces résistances des acteurs économiques face à ces exigences? En fait, ce processus ne vise nullement à mettre le doigt sur les entreprises ou dans le monde économique, mais tout simplement à attirer l'attention sur la probité de l'action des entreprises en matière de respect des droits de l'homme, et en particulier lorsqu'il s'agit des grandes entreprises et des entreprises multinationales. Le Conseil des droits de l'homme attire l'attention sur la nécessité que la norme sociale soit respectée, le droit au travail, les droits syndicaux, les droits sociaux. C'est important, et il ne s'agit pas d'aller juste investir pour profiter dans un pays qui n'a pas, encore une fois, ses infrastructures juridiques, etc. Non. Et donc, cette norme sociale est importante. La lutte contre les déviations, en particulier la corruption, faire en sorte que tous les contrats qui sont passés par ces entreprises, au niveau national ou bien au niveau... Parce que la corruption a un effet négatif sur la jouissance des droits de l'homme. Donc, ça aussi, c'est important. Et ce processus, n'est-ce pas, il vise à développer, à créer ce dialogue continu avec le monde économique pour que la norme des droits de l'homme, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'approche droits de l'homme, soit respectée dans le monde économique. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que ce soit une approche équilibrée. Il n'y a pas uniquement les droits civils et politiques, encore une fois, qui sont essentiels. La liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de manifester, le respect des droits collectifs, associatifs, tout cela est bien établi. Mais aussi, lorsqu'on arrive sur ces sujets-là, je vous donne un chiffre, encore une fois, à mon corps défendant. Il y a aujourd'hui 70% de travail informel au minimum, sur le continent africain. Quand on dit travail informel, ça veut dire pas de protection sociale. Et ici en Europe, on entend souvent dire, écoutez, la migration illégale, elle est due essentiellement au fait que les gens veulent profiter du système de protection sociale, c'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Et ils viennent dans la précarité. Peut-être que les migrants qui arrivaient, n'est-ce pas, à l'époque où il y avait un développement certain, et je veux dire puissant, s'insérer mieux, mais au jour d'aujourd'hui, voilà la difficulté, par exemple. Vous voyez, il y a aujourd'hui 130 millions d'enfants qui continuent à travailler. Et ça, c'est des droits de l'homme. Ça, c'est une question fondamentale des droits. Le travail des enfants. Et mon pays, le Maroc, va accueillir en 2026 une conférence mondiale sur le travail des enfants, qui perdure et qui est une violation des droits de l'homme. Je vous ramène à la Convention sur les droits des enfants, par exemple, qui est là, qui est maintenant, qui connaît des processus de travail et tout ça. Et donc, le monde économique doit être conscient de ses droits, de ses obligations, de ses droits, bien sûr, mais aussi de ses obligations quand il s'agit d'investir, quand il s'agit de développer l'économie. Vous touchez à des questions des droits de l'homme. Comme sur la question comme j'ai dit tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, suivez mon regard. Aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent qu'il ne faut aucune régulation dans ce domaine.
Or, il y a nécessité de protéger la vie privée. Il y a nécessité de sanctionner l'usage malveillant de l'intelligence artificielle. Il y a nécessité de la développer, certainement qu'elle a. Elle a déjà un impact fondamental en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'accès à l'information. On est tous d'accord. Il y a aussi des perspectives, espérons-le, qu'elle puisse aider à solutionner un certain nombre de problématiques économiques en particulier, et à peut-être permettre à tout un chacun, n'est-ce pas, de s'épanouir encore mieux. Mais ces aspects-là, il y a une approche droit de l'homme sur les questions économiques, sur les nouvelles technologies, et il y a une approche droit de l'homme sur les changements climatiques. Et donc, vous voyez, au total, si nous travaillons, et je reviens de manière équilibrée, si on est, si vous voulez, mu par le respect des droits de l'homme, la promotion des droits de l'homme, la garantie des droits de l'homme, nous devrions réussir sur ces différents aspects. Et le plus on est équilibré, le moins on souffrira des impacts d'expression d'une souveraineté échevelée ou bien des conflits géopolitiques. Merci beaucoup pour cet échange enrichissant. Nous allons désormais passer aux questions du public. Donc si vous avez des questions, je vous laisse lever la main. Bonjour monsieur, merci pour votre intervention. J'ai une question par rapport au retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme sous l'administration Trump. L'administration de Trump avait pointé le fait que les États membres eux-mêmes ne respectaient pas eux-mêmes les droits de l'homme, et disait aussi que, il dénonçait les préjugés anti-israéliens par rapport à cela. Et ma question est la suivante: comment le Conseil des droits de l'homme a-t-il navigué par rapport à cette perte d'influence peut-être des États-Unis? Est-ce que cela a affaibli le Conseil des droits de l'homme ou au contraire a permis une reconfiguration de ce dernier? Merci pour votre réponse par avance. Alors, plusieurs choses. Ce n'est pas la première fois. Les pays auxquels vous faites allusion s'étaient déjà retirés du Conseil des droits de l'homme en 2017, pendant une certaine période. Et le deuxième pays auquel vous faites référence ne s'était pas retiré à l'époque. Il restait membre du Conseil des droits de l'homme. Aujourd'hui, donc, depuis 48 heures, je crois, nous faisons encore face à cette décision regrettable et qui, de mon point de vue, n'est-ce pas, mérite un dialogue. Comme vous l'avez souligné vous-même, le motif principal était celui d'accuser le Conseil des droits de l'homme de ne pas agir contre l'antisémitisme. Et encore plus de discriminer l'État d'Israël en ayant un point fixe dans son ordre du jour concernant uniquement l'État d'Israël, le point 7 de l'ordre du jour du Conseil des droits de l'homme, qui est un ordre du jour fixe avec 11 points. Donc, quand je parle de dialogue, parce que j'ai été impliqué personnellement sur ce sujet-là, je vous ai déjà un peu en quelque sorte édifié sur ce qui peut être fait pour lutter contre l'antisémitisme, il vaut mieux rester dans la maison pour travailler ensemble. Et je pense, n'est-ce pas, et cela ne va pas empêcher ou bien va en quelque sorte diluer l'importance que le Conseil doit accorder à ce sujet-là, mais si on veut lutter contre l'antisémitisme, il y a des moyens d'agir au sein du Conseil. Il vaut mieux avoir sa place au sein du Conseil. Voilà. Il y a
si vous voulez, d'un impact, certainement. Le fait qu'un pays aussi important que celui que vous avez cité décide de se retirer du Conseil. Mais ce qui a été constaté lors de la première période, lors du premier mandat, c'est que ça a été au profit d'autres. Quand vous n'êtes pas là, d'autres, n'est-ce pas, élargissent leur influence, sont actifs, peuvent utiliser au mieux l'absence constatée pour promouvoir leur j'allais dire, objectifs, leurs intérêts au sein de l'institution. Donc voilà. On verra bien ce qui se passera, mais encore une fois, c'est un pays important qui contribue de façon très significative à l'action humanitaire de par le monde. Et nous espérons que, n'est-ce pas, la logique finira par l'emporter et que le Conseil des droits de l'homme, que je considère moi personnellement comme encore, et je le répète avec force, un outil fondamental bien conçu, bien construit. Rien n'est parfait, il peut s'améliorer, donnera à nouveau, persuadera à nouveau que l'inclusivité, c'est un terme sur lequel nous assistons beaucoup quand on parle d'inclusivité, c'est-à-dire que tout le monde doit être là, y compris les deux pays que vous avez cités. Voilà. Déjà bonjour et merci beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante. Moi j'avais plus une question sur votre profil puisque en fait vous avez un peu une carrière qui fait rêver tout jeune étudiant en sciences politiques. Vous avez été ambassadeur puis représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, puis vous avez été président d'un comité aux Nations Unies. Donc je voulais en fait juste savoir comment ça s'est passé, quel est votre parcours académique et comment ça se passe pour en fait devenir ambassadeur d'un pays puis représentant de celui-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a autre chose dont je m'enorgueillis, mais alors là, à profusion et sans hésitation. Quand je faisais mes études de doctorat à Paris, j'ai été élu à l'époque secrétaire général de la Fédération d'Europe occidentale de l'Union nationale des étudiants du Maroc. Donc moi-même, j'étais un syndicaliste, il y a maintenant 45 ans, défendant les intérêts des étudiants marocains en Europe occidentale, dans toute l'Europe, étant situé à... Et j'ai beaucoup appris. Ça peut être aussi ce passage qui m'a persuadé d'aller vers la carrière que j'ai suivie, ma profession et les responsabilités que j'ai exercées. Voilà. Je me rappelle très bien, permettez-moi de vous le dire aussi à titre personnel, je visitais à l'époque les responsables français au ministère de l'Éducation, dans les universités. Je circulais un peu en France pour voir les étudiants marocains, leurs problèmes. Il y avait une certaine dame, honorable, qui était la directrice des relations extérieures au ministère de l'Éducation à Paris, et qui m'avait reçu une fois. Je plaidais pour les étudiants marocains un certain nombre de choses, pour leur bourse, pour qu'ils soient pouvoir être réinscrits dans les universités, etc., etc., etc. Et au sortir de l'une de nos discussions, il m'a dit, vous savez, à quoi est-ce que vous prédestinez? Je lui ai dit, très fort probablement, à la carrière diplomatique. Voilà. Elle m'a dit, moi je vous vois plutôt comme avocat. Voilà. C'est ce qu'elle m'avait dit à l'époque, parce que je plaidais en fait pour nos chers étudiants dans le temps. Voilà. Vous savez, devenir ambassadeur, c'est une chose. Mais la carrière diplomatique est beaucoup plus large que l'exercice de la fonction d'ambassadeur. Nous sommes, et a fortiori,
quand on parle de diplomatie multilatérale, il faut parler de travail collégial entre les pays, entre tous les acteurs. Il y a bien sûr aussi la société civile, il y a le monde privé, le secteur privé, il y a les académiciens, il y a les universités. Soyez convaincus qu'un bon diplomate au jour d'aujourd'hui doit être au fait de la force intellectuelle, la force des travaux qui sont faits au niveau académique. On ne peut pas à nous seuls, parce que vous savez, nous sommes des bureaucrates, entre guillemets, dans le sens, si vous voulez, dans le sens positif du terme. Donc on n'a pas le temps d'aller nous pencher sur des sujets extraordinairement complexes. Si vous venez à Genève, il faut vraiment être un technocrate pointu pour suivre un certain nombre de dossiers. Dans le commerce, dans par exemple la météorologie, on parle beaucoup de météorologie avec les changements climatiques. Quand on va dans toutes les différentes organisations, il y a par exemple l'organisation sur les télécommunications internationales, ça concerne les orbites, ça concerne aussi le fossé digital, comment diffuser Internet dans le monde. C'est des sujets extrêmement techniques parfois. Et donc un diplomate ne peut pas, de quelque façon que ce soit, si vous voulez, contrôler à lui seul ces sujets. Et donc il doit se fonder et s'appuyer, d'abord bien sûr parce qu'on a, par exemple, la délégation marocaine, comme au même titre que les autres délégations, nous recevons toutes les semaines, nos responsables qui viennent des pays, qui viennent débattre de ces sujets-là. Et il nous reste à nous de consommer, de digérer ces débats, bien comme il faut, et bien sûr de présenter la perspective à ceux qui doivent en juger au niveau central. Donc voilà un peu les aspects de la vie diplomatique. Je voudrais dire sincèrement, parce qu'on a l'idée qu'un diplomate, c'est des privilèges, c'est une vie, si vous voulez, de mondanité. Non. Peut-être que ce fut le cas. Non. Aujourd'hui, un diplomate, c'est quelqu'un qui est assigné à un travail, à des contraintes, et parfois sincèrement, n'est-ce pas, sans avantage criard, qui nomadise avec des enfants. Parfois, quand on a une famille, ce n'est pas facile d'arpenter le monde, c'est le cas. Ça peut vous enrichir, mais il y a aussi parfois des chocs culturels, il y a aussi parfois... Donc, ce n'est pas une carrière de tout repos. Et je pense que les contraintes sont beaucoup plus lourdes que j'allais dire, les privilèges. Voilà. Mais quand on se sent parfois impliqué sur tous les dossiers dont je viens de parler, vous savez, à Genève, il n'y a pas que les droits de l'homme. Quand on se sent, comment dirais-je, emporté dans ces articulations, dans ces débats, ça donne de la fierté. Sincèrement, ça donne de la fierté parce qu'on se dit, bon, voilà, on ne perd pas notre temps. On est là, on fait un travail, quel qu'il soit. Certains considèrent qu'il est vain. Par exemple, si vous voyez, il suffit aujourd'hui, tous les jours, d'entendre un quelconque débat au niveau des médias et dire, bon, la diplomatie multilatérale, c'est fini. Nous vivons dans un monde encore où il y a une sorte de, si vous voulez, de silos qui sont en train d'établir, pour utiliser un langage diplomatique et ne pas aller plus loin. Il y a aujourd'hui, c'est la loi de la force qui va jouer. Non. Croyez-le bien. Est-ce qu'on pourra régler la question de l'environnement sans une gouvernance globale? Est-ce qu'on pourra régler la question de la criminalité transnationale sans une gouvernance globale? La criminalité transnationale, regardez les chiffres, ce que ça représente aujourd'hui, en termes de brassage, n'est-ce pas, de flux financiers énormes, en termes de criminalité, et là aussi sur les questions des droits de l'homme, en termes parfois, n'est-ce pas, de bouleversement dans l'ensemble des sociétés. Et ça, s'il n'y a pas une coopération internationale,
s'il n'y a pas une gouvernance mondiale sur beaucoup d'autres sujets, j'ai choisi uniquement ces deux sujets-là, mais sur beaucoup d'autres sujets. Regardez la question de la migration, qui aujourd'hui fait l'objet de débats extrêmement aigus, qui, si vous voulez, alimente des controverses, qui parfois, n'est-ce pas, déséquilibrent la sobriété nécessaire quand on veut trouver des solutions. Eh bien, la migration, avec le changement climatique, avec la mobilité, avec les changements, avec les équilibres démographiques dans le monde, un de mes collègues m'a dit, et je pense, j'utilise cette terminologie, peut-être qu'elle ne vous parlera pas trop et peut-être qu'elle est, j'allais dire, pas très bien circonstanciée, mais il m'a dit, tu sais, nous en sommes à l'apéritif concernant la gestion de la question de la migration dans le monde. Si on prend les éléments que je viens de vous présenter, eh bien, je pense effectivement que la gouvernance globale, c'est pour cela que nous avons, le Maroc a abrité la conférence en 2018, vous vous en rappelez peut-être, qui a adopté le pacte mondial sur la migration. Pour gérer la migration, ordonnée, régulière, et lutter contre l'immigration clandestine. Je parlais de communauté transnationale. Qui est derrière l'immigration clandestine aujourd'hui de façon massive? Ce sont des réseaux criminels et qui nécessitent la coopération internationale pour les combattre et pour limiter de la manière la plus drastique les effets néfastes et tout à fait condamnables de leur action. Voilà. Donc la vie diplomatique, c'est aussi cela. Je pense, vous l'avez, étant donné que vous êtes naturellement dans l'université respectable et honorable qui m'accueille ce soir, vous n'êtes pas sans savoir que la définition de la diplomatie, c'est l'art de négocier. Oui, je pense que c'est une définition qui est très juste. L'art de négocier, pour moi, il faut le personnaliser. L'art de négocier pour la paix, pour la sécurité, pour le développement, pour les droits de l'homme. C'est ça la diplomatie multilatérale. Avec la conviction nécessaire, avec la force nécessaire, c'est de respecter son interlocuteur, voire même son adversaire, voilà, et de savoir ce qu'il peut donner et ce qu'il peut ne pas donner. Si vous négociez avec un interlocuteur ou un compétiteur, il vaut mieux savoir ce qu'il a dans son portefeuille. Parce que si vous exigez quelque chose qu'il ne peut pas vous donner, ça créera un déséquilibre, ça posera un problème. Et donc, c'est le principe de la réalité, c'est le principe de la réalité qui doit aussi nous gouverner au niveau des sujets multilatéraux. Et il y a, je pense, aujourd'hui, malgré ce que nous sommes en train de traverser comme difficulté, il n'y a pas d'autre solution en dehors du fait que, je reviens à mon cher professeur Michel Virali, qui avait écrit ce livre, L'Organisation mondiale. C'était un théoricien des organisations internationales. Il estimait, déjà à l'époque, je parle d'il y a 45 ans, bien sûr comme beaucoup d'autres, et comme aujourd'hui, que au bas mot, les organisations internationales, ce n'est pas ma conviction à moi, mais si je dois m'exprimer ainsi pour convaincre ceux qui ne le sont pas, c'est un mal nécessaire. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Peut-être je vais prendre encore une question et je vais devoir, parce que j'ai des engagements ici même à Lyon. Voilà. Bonsoir et je vous remercie pour cette conférence, c'était très très intéressant. Moi j'avais une question du coup par rapport au Congo. Donc en ce moment il y a un grand nombre de conflits qui se déroulent en République démocratique du Congo. En ce moment il y a un grand nombre de conflits qui se déroulent actuellement en République démocratique du Congo, notamment avec l'avancée des troupes rwandaises et le groupe armé M23 qui justement tue des civils.
On sait également que c'est un pays où les droits de l'homme ne sont pas nécessairement respectés. Hier, on a eu aussi l'occasion de discuter avec Alain Leroy qui nous avait dit qu'il y avait près de 4 millions de morts, de 4 millions de personnes qui étaient décédées justement entre 1998 et 2003. Le nombre de morts ne fait que s'accroître et on voit aussi que les droits de l'homme ne sont pas respectés, notamment avec le travail forcé des enfants dans les mines. En tant que président du Conseil des droits de l'homme, que peut-on faire concrètement pour ce pays ? Je vous remercie. On fait, d'ailleurs ce matin même, avant de venir ici, avant de me déplacer vers Lyon, j'ai participé à la session extraordinaire, peut-être êtes-vous au courant. Le Conseil a tenu une session extraordinaire aujourd'hui sur la situation en République démocratique du Congo. Il a adopté une décision, une résolution, par consensus, dénonçant l'action des groupes armés, en particulier du M23, mais aussi le soutien apporté par le pays voisin nommément, et la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de sa souveraineté, et il a mis en place une équipe d'experts qui va, n'est-ce pas, établir les responsabilités en matière des violations massives et des crimes qui ont été commis, en particulier ces derniers temps. Maintenant, pour répondre sur le fond, par rapport à votre question, cela a été inadmissible de laisser perdurer ce conflit depuis 30 ans. Et comme vous l'avez dit, avec les conséquences que l'on connaît. Et donc, il y avait un silence. Moi-même, j'ai rencontré le haut-commissaire aux droits de l'homme sur ce sujet. Il était en République démocratique du Congo, je crois, il y a à peu près 5 ou 6 mois. Et lorsqu'il est revenu, on en a discuté. Il me disait, voilà, il y a une indifférence. Il y avait une indifférence par rapport au conflit qui se produisait là-bas. Et dans mes fonctions de président du Conseil l'année dernière, je n'ai cessé de rappeler la situation au Congo, la situation au Soudan, la situation au Myanmar, la situation, bien sûr, des réfugiés au Moyen-Orient et bien sûr aussi d'autres situations gravissimes qui se produisent sur tous les continents. Et donc, heureusement que maintenant, le Conseil a fait une session extraordinaire. Il a fallu rassembler la majorité des pays pour la demander parce que nous avons nos procédures. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Cette majorité a été atteinte le week-end dernier. Nous avons convoqué la session qui a pris cette décision aujourd'hui qui est importante. Je conclue, s'il vous plaît. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans mes activités, si vous voulez, de vulgarisation, de coordination concernant le travail du Conseil des droits de l'homme, j'ai eu à me déplacer. J'ai été au Conseil de l'Europe, à Strasbourg, où là, on m'a vraiment chapitré sur la question de l'Ukraine et j'ai dit les mêmes choses que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a été fait sur l'Ukraine. J'ai été, bien sûr, à New York. J'ai rencontré les hauts responsables à plusieurs reprises, le secrétaire général des Nations Unies en personne, avec des discussions qui ont parfois duré plus de 40 minutes, le président du Conseil de sécurité et d'autres, etc. Et si vous voulez, la conclusion, l'enseignement que j'ai tiré de ces discussions, et cela m'a été dit textuellement, beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire l'essentiel d'entre eux, considèrent que le Conseil des droits de l'homme est au jour d'aujourd'hui l'un des organes fondamentaux des Nations Unies, les plus crédibles, les plus dynamiques, qui travaillent le plus. Comme j'ai dit, 139 décisions, comme j'ai dit, toutes les décisions qui sont prises, qui a une crédibilité. Voilà. Je voudrais conclure par cela, parce que je pense que si vous le comparez à d'autres, si vous le comparez à d'autres organes, je ne veux pas nommer les autres organes qui sont malheureusement, si vous voulez, aujourd'hui quasiment, si vous voulez, gelés dans leur action. Donc voilà. Quand on a, un organe de cette nature-là, il faut le soutenir, je pense que cela a été dit, cela ne vient pas de moi, on ne peut pas concevoir. Ce sera le mot de la fin de ma part, en ayant
apprécié beaucoup ce dialogue avec vous, ces échanges avec vous. On ne peut pas concevoir le monde en 2025 sans un Conseil des droits de l'homme. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre accueil chaleureux.